Les amis, ce qui vient de se passer au nord du Mali dépasse l'entendement. Ce n'est pas un scénario d'un film de guerre. Et derrière cette actualité qui circule en quelques secondes sur les réseaux sociaux concernant l'attaque terroriste au Mali, il y a une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus grave, beaucoup moins racontée. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé à Tessaly et à Golok, qui sont les deux villes majeures attaquées, qui sont les acteurs en jeu, ce qu'on ne nous dit pas vraiment sur cette attaque et surtout ce que ça change concrètement pour le Mali, pour la région et peut-être même pour toi. Madame, monsieur, peu importe votre position géographique, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo, bonjour, bonsoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs décryptages. La branche sahélienne d'Al-Qaïda connue sous le nom de Jenim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que des groupes rebelles Touareg ont pris le contrôle de deux localités du nord du Mali, Tessaly et Golok. Ces deux villes hébergeaient des camps militaires avec des soldats maliens et des mercenaires russes du groupe Wagner. Mais voilà ce qui est troublant. Il n'y a pas eu de combat, zéro affrontement. Un grand pays voisin du Mali, selon les informations qui ont filtré, il s'agirait de l'Algérie, aurait négocié en coulisses l'ouverture d'un couloir humanitaire. Ce couloir a permis aux soldats maliens et aux Russes de quitter Tessaly en convoi sans tirer une seule balle. Ils se sont ensuite retrouvés à Golok, autre position stratégique avant de quitter également le nord du Mali. En résumé, l'armée malienne et ses alliés russes se sont repliés, laissant derrière eux des bases entières, y compris une piste d'atterrissage capable d'accueillir de gros avions, un hélicoptère sur place et ce qui ressemble à une station de drone. Tessaly devient ainsi la deuxième ville dotée d'un aéroport à tomber aux mains des rebelles en moins d'une semaine. C'est un recul militaire majeur. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut connaître les joueurs sur l'échiquier. Premier acteur, le gouvernement malien. Depuis le coup d'État de 2021, la junte militaire dirigée par Assimi Goïta a pris une direction claire. Rupture avec la France, rapprochement avec la Russie. Arrivée des mercenaires Wagner au Mali devait renforcer la sécurité intérieure. Mais les événements récents montrent les limites de ce choix. Perdre deux bases stratégiques sans combattre, c'est un signal très fort de faiblesse. Deuxième acteur, Wagner et la Russie. Les mercenaires russes sont présents au Mali depuis fin 2021. Leur mission officielle, appuyer l'armée malienne contre les groupes terroristes. Mais leur retrait sans combat de Tessaly pose une vraie question. À quoi servent-ils exactement si leur présence ne suffit pas à tenir des positions clés? Troisième acteur, le Jenim et les groupes rebelles Touareg. Ils ne partagent pas nécessairement les mêmes idéologies, mais ils ont un objectif commun dans l'immédiat: reprendre le contrôle du nord du Mali. Le Jenim est lié à Al-Qaïda, tandis que certains groupes Touareg défendent davantage une autonomie politique. Une alliance tactique, même temporaire, leur a permis d'engranger des victoires importantes. Quatrième acteur, l'Algérie. Le rôle de médiateur discret joué par l'Algérie est révélateur. L'Algérie a toujours considéré le Sahel comme sa zone d'influence naturelle. En négociant ce couloir humanitaire, elle s'impose comme un acteur incontournable de toute résolution du conflit malien et elle le fait en contrôlant la junte de Bamako, ce qui n'est pas anodin. Maintenant, parlons de ce qu'on ne sait pas encore et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Première zone d'ombre, l'hélicoptère, la station de drone. Les rebelles ont retrouvé sur place un hélicoptère. Fonctionne-t-il? Est-il en état de vol? Et la station de drone est-elle opérationnelle? Si ces équipements sont récupérés et utilisés, ça change complètement la capacité offensive des groupes rebelles dans le nord du pays. On n'a toujours pas de réponse claire à ce sujet. Deuxième zone d'ombre, l'accord de couloir humanitaire. Qui a exactement négocié quoi avec qui? Est-ce que Bamako était dans le bouc ou est-ce que l'Algérie a traité directement avec les rebelles sans consulter pleinement la junte malienne? Si c'est le cas, c'est une humiliation diplomatique supplémentaire pour Goïta. Troisième zone d'ombre, la vraie capacité de Wagner sur le terrain. Depuis leur arrivée au Mali, les mercenaires russes ont été associés à des opérations souvent brutales contre des populations civiles, notamment dans la région de Boura. Mais militairement, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces contre des groupes armés bien organisés dans le désert? La réponse que nous donnent Tessaly et Golok semble être pas vraiment. Quatrième question sans réponse. Jusqu'où peut aller cette avancée rebelle? Est-ce que Kidal, ville symbolique du Nord, sous contrôle rebelle depuis des années, va se renforcer davantage? Est-ce que les rebelles vont tenter de descendre vers le centre, voire vers Bamako? Pour l'instant, personne ne le sait. Ces événements ne sont pas juste une ligne dans les journaux. Ils ont des conséquences réelles, immédiates et profondes. Sur le plan militaire et sécuritaire, le nord du Mali est désormais encore plus hors de contrôle que l'État central. Les pistes d'atterrissage stratégiques capables d'accueillir de gros porteurs sont aux mains de groupes armés. Cela facilite potentiellement les livraisons d'armes, les mouvements de combattants et rend le territoire beaucoup plus poreux pour tout type de trafic, armes, drogues, humains. Sur le plan militaire, les populations civiles du nord du Mali sont les premières victimes. Les couloirs humanitaires négociés servent à évacuer des soldats, pas des civils. Les habitants de Tessaly et d'Agolok vivent sous la menace permanente, coincés entre une armée en retrait et des groupes armés qui imposent leur
leurs propres règles. Sur le plan régional, l'ensemble du Sahel tremble. Le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie regardent cette situation avec inquiétude. Si le Mali continue de perdre du terrain au nord, l'effet domino pourrait déstabiliser davantage une région déjà fragilisée. Pour les partenaires internationaux, l'Union européenne, les Nations unies et même la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest observent sans vouloir intervenir directement, puisque la junte malienne a expulsé la MINUSMA et les forces françaises. Le Mali se retrouve dans un vide sécuritaire réel. Ce qui s'est passé à Tessalit et à Guelog, deux villes majeures attaquées, c'est beaucoup plus qu'un simple avancée rebelle. C'est le révélateur d'un État malien fragilisé, d'une stratégie sécuritaire qui montre ses limites et d'un jeu d'acteurs régionaux et internationaux qui se font et se défont sans que les populations civiles ne soient jamais vraiment au centre des préoccupations. Le Mali d'aujourd'hui est à un tournant. La question n'est plus de savoir si la situation est grave, elle l'est clairement. La vraie question, c'est qui va décider de l'avenir du nord du Mali. Les groupes armés qui avancent sur le terrain, la junte de Bamako qui recule, les Russes qui n'ont pas combattu ou des acteurs régionaux comme l'Algérie qui négocient dans l'ombre. En attendant les réponses, c'est le peuple malien qui paie la note. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette analyse a aidé à mieux comprendre ce qui se passe réellement, partage cette vidéo autour de toi parce que comprendre le monde dans lequel on vit, c'est déjà une forme de résistance. À très bientôt et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs décryptages.